La fille de mon frère a vidé un seau de sable dans le four à pizza pendant la fête d'anniversaire de mon fils, et ce, délibérément. Le traiteur a tout arrêté, et 11 familles sont reparties le ventre vide. Elle a souri. Papa m'a promis un nouveau vélo électrique si je gâchais la fête. Mon frère a souri, avec une évidente fierté. Je n'ai rien dit, j'ai ramené mon fils à la maison, et au petit matin, le traiteur était à la porte de mon frère, tenant une facture brûlée ainsi qu'une vidéo de 14 secondes. L'argile était encore chaude lorsque Kai a pressé sa main. J'ai tenu son poignet fermement, les doigts écartés, et j'ai compté jusqu'à 5 avant de le soulever. L'empreinte de sa main reposait, nette, au centre du disque, légèrement de travers, un peu trop profonde du côté du pouce, mais absolument parfaite. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine pour la faire sécher, à côté de cette petite pelle à pizza que j'avais poncée toute la semaine. Plus qu'une semaine avant la fête. Une semaine avant les 7 bougies, le four à bois sous le pavillon du parc de Lakewood, et tous les enfants du quartier mangeant de la mozzarella sur une pelle qu'ils pourraient ensuite ramener chez eux. J'organisais cela depuis 8 mois. Ce n'est pas une exagération. 8 mois à comparer les traiteurs, à économiser sur des chèques de commission qui étaient parfois encaissés le 12, et d'autres fois le 22, à répéter à Kai, chaque samedi, que son anniversaire serait celui dont tout le monde parlerait. Il m'a cru. Il comptait les jours sur une guirlande en papier, collée au mur de sa chambre. Chaque matin, il en retirait un anneau. Le 10 mai, il n'en restait que 7. Je m'appelle Simone Ashb. J'ai 34 ans, et je travaille comme souscriptrice en assurance commerciale chez Meridian Risk Associates depuis 9 ans. Évaluer les risques, c'est mon métier. J'examine les réclamations, je lis les formulaires d'avenant, et je signale les cas de fraude suspects. Ce que mon frère a fait à la fête de mon fils n'était pas un accident. C'était un acte calculé, motivé par des raisons financières, que je n'ai comprises que 3 jours plus tard. Et quand je m'en suis rendu compte, chaque outil que ma profession m'avait fourni est devenu l'arme qui l'a détruit. Marco Vega est arrivé au pavillon de Lakewood à 9 h, ce samedi matin-là. Il a reculé sa remorque jusqu'à la dalle de béton, et a d'abord déchargé le four. Fait d'acier inoxydable et de briques réfractaires, il était portable, doté d'une cheminée qui accrochait le soleil de mai. C'était un four à bois professionnel qu'il utilisait depuis 9 ans, assuré à valeur de remplacement, et entretenu à chaque saison. Il l'a posé sur la dalle, l'a mis de niveau avec un maillet en caoutchouc ainsi qu'un niveau à bulles, puis a allumé le feu à 9 h 30. À 10 h, l'air sous le toit du pavillon embaumait la fumée de chêne et le basilic frais. Kai se tenait à 1 mètre du foyer, regardant les flammes tourbillonner dans la chambre réfractaire. « Ça chauffe jusqu'à combien ?» a demandé Kai, sa voix dépassant à peine le crépitement. Marco s'est accroupi à côté de lui. 600 degrés, assez chaud pour cuire une pizza en 90 secondes. Est-ce que je peux regarder tout le temps? Tu peux absolument toutes les regarder, a répondu Marco. Il m'a regardé par-dessus la tête de Kai, et a souri. Il avait compris la mission. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il s'agissait d'un enfant de 7 ans, qui n'avait jamais eu d'anniversaire où il se sentait au centre de quoi que ce soit. 11 familles se sont présentées, soit environ 32 enfants. Kai en connaissait peut-être la moitié par leur prénom. Il est d'un naturel calme. Il n'aborde pas les autres en premier. Il attend que quelqu'un vienne à lui, et même dans ce cas, sa voix baisse, tandis qu'il fixe obstinément ses chaussures. L'événement était en partie pour lui, et en partie pour moi. Je voulais qu'il vive une après-midi où quelqu'un prononcerait son nom, avec sincérité. J'avais dépensé 3 400 € rien que pour le contrat du traiteur, soit plus que ma mensualité de voiture. C'était plus que 3 mois de cette pension alimentaire que Griffin, mon frère, aimait en mentionner en public pour rabaisser mon ex. Chaque euro provenait de commissions que j'avais gagnées, assises dans des salles de conférence, à expliquer les lacunes de couverture à des chefs d'entreprise. Je savais exactement ce que cette journée m'avait coûté, et je savais tout autant ce qu'elle valait. Vers 11 h, la première fournée commençait à sortir. Marco tendait à Kai une petite boule de pâte pour qu'il l'étire lui-même, lorsque Griffin est arrivé. Mon frère est entré les mains vides. Ni cadeau, ni carte, ni sac. Peyton tenait un smoothie provenant d'un drive, et balayait le pavillon du regard, comme si on lui avait dicté de ne pas être impressionné. Elle avait 10 ans. Elle agissait comme le font les enfants de cet âge, lorsque leurs parents ont déjà défini le monde à leur place. Ma mère, Fern, est arrivée 20 minutes plus tard.
Elle a serré Kai dans ses bras, lui a tendu une enveloppe contenant un billet de 20, puis a observé le four, l'installation, ainsi que les familles remplissant leurs assiettes en carton. Elle s'est penchée vers Griffin, et a déclaré d'une voix suffisamment forte pour que 3 personnes l'entendent, tout ça pour un enfant du mardi. Kai est né un mardi. Fern n'a jamais pu s'empêcher de le souligner. Griffin a ri assez fort pour que la famille, attablée au pique-nique voisin, lève les yeux. Il voulait que le son porte au loin. Elle a claqué 3 briques dans la location d'un four pour un gamin qui préférerait rester enfermé dans sa chambre. C'était 3400, ai-je corrigé, et il a choisi le menu lui-même. Griffin a balayé l'air de la main, comme si je venais de confirmer une chose foncièrement pathétique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans Susurro de Reddit. Restez bien pour cette histoire. Ce qui s'est passé lors de cet anniversaire avait été prémédité, et ce que j'ai découvert par la suite a absolument tout changé. J'étais près de la glacière, en train de remplir des gobelets de limonade, quand c'est arrivé. J'ai entendu Marco crier. Pas un mot, mais un son. Le genre de cri qu'un homme pousse, lorsque quelque chose auquel il tient viscéralement est abîmé. Je me suis retourné, et j'ai vu l'appareil fumer d'une manière anormale. Ce n'était pas de la fumée de bois, mais une odeur âcre et granuleuse. Marco avait déjà retiré la pierre de cuisson. Elle en était couverte. Du sable dans le foyer, du sable dans la chambre de cuisson, du sable tassé contre les parois intérieures, là où la brique maintenait une chaleur de 600 degrés. Peyton se tenait à 1 mètre de là. Elle tenait un seau en plastique jaune vide, provenant du bac à sable de l'aire de jeu, situé à une trentaine de mètres du pavillon, et elle souriait. Marco a coupé l'alimentation en gaz, puis a reculé. Il est resté figé devant son four pendant 5 secondes, sans esquisser le moindre mouvement. Ensuite, il m'a regardé, et sa voix a résonné d'un ton plat et mesuré. Je dois interrompre le service. Il y a du sable dans le foyer et la chambre de cuisson. Tant que l'appareil n'aura pas refroidi, et qu'un technicien n'aura pas inspecté la brique, je ne peux plus y préparer de nourriture. Je suis désolé, Simone. 32 enfants, 11 familles, 6 plaques de pâtes préparées, et 4 bols de sauce. Le four était l'âme de la fête. Sans lui, il n'y avait plus rien. En moins de 18 minutes, tous nos invités étaient partis. La pâte reposait, intacte, sur ses plateaux. Les bols de sauce étaient pleins, et des dizaines de bambins avaient quitté le parc, sans avoir avalé la moindre part de pizza. Kai se tenait derrière moi. Il n'a pas pleuré. Il ne pleure jamais devant les gens. Il s'est immobilisé, de la même manière qu'il se fiche chaque fois qu'un événement trop lourd se produit, cherchant désespérément où se mettre à l'abri. Sa petite main a cherché le dos de ma veste. J'ai senti ses doigts se refermer sur le tissu. J'ai dévisagé ma nièce. Pourquoi as-tu fait ça? Elle n'a pas hésité une seconde. Papa m'a promis un nouveau vélo électrique si je gâchais la fête. Elle a prononcé ces mots avec le même ton que l'on utiliserait pour répondre à un exercice d'école. Simplement. Sans la moindre once de culpabilité. 1200 € pour un vélo électrique. C'était la somme que Griffin avait offerte à sa fille, en échange de la destruction du 7e anniversaire de son petit cousin. 1200 € pour anéantir un contrat de traiteur à 3400, 8 mois de mes économies, la guirlande en papier d'un petit garçon, et les espoirs de toutes ces familles, venues en croyant passer un bon moment. Griffin a posé sa main sur l'épaule de Peyton. Le regard fier, comme si elle venait de remporter un trophée. Puis, il a ouvert la bouche. Il m'a regardé, a observé le four éteint, puis les derniers parents en train de rassembler leurs affaires, avant de prononcer la phrase qui restera gravée dans ma poitrine pour le reste de mon existence. 3400 € pour une soirée pizza. Ton ex t'envoie 448 malheureux euros par mois, et tu as claqué 8 mois de cette somme pour un simple samedi après-midi. Tout ça pour un gosse qui est incapable de citer 3 amis dans sa propre école. Tu veux savoir pourquoi Peyton l'a fait? Parce que je le lui ai demandé. Il fallait bien que quelqu'un fasse éclater cette petite mise en scène que tu as montée ici. Tu rédiges des polices d'assurance pour des gens qui possèdent réellement des choses méritant d'être protégées. Et toi? Qu'est-ce que tu as, Simone? Un four de location. Un gamin de 7 ans, incapable de regarder un adulte dans les yeux, et un chèque de commission qui est encaissé avec un peu de chance. Ce n'est pas une fête. C'est un spectacle, destiné aux gens qui ont pitié de toi. Une femme,
qui installait ses enfants dans un monospace, s'est arrêté pour nous dévisager. Un père de famille, portant son tout petit, a fait demi-tour, et s'est dirigé vers le parking sans même nous dire au revoir. Marco se tenait derrière son comptoir, les bras le long du corps, la mâchoire si serrée que le muscle tressaillait sur sa joue. Fern a réajusté ses lunettes de soleil, se murant dans le silence. Elle avait regardé Peyton marcher vers le bac à sable. Elle l'avait observé remplir le seau. Elle l'avait vu s'approcher de l'artisan. Et elle avait délibérément détourné le regard. J'ai failli recracher tous les mots que je retenais derrière mes dents depuis 15 ans. Chaque repas de fête où Griffin siégeait en bout de table, pendant que je devais m'installer sur la rallonge pliante. Chaque fois que Fern me répétait d'être reconnaissante d'avoir un emploi, alors qu'elle se vantait du poste de Griffin. Chaque chèque que j'avais signé pour que ma mère puisse garder sa maison, pendant que mon frère louait un nouveau pick-up tous les 30 mois. Les mots étaient chargés, prêts à exploser, et ma mâchoire s'en trouverait déjà. Mais les doigts de Kai se sont crispés sur ma veste. Sa petite main, cette même main qui s'était enfoncée dans l'argile 6 jours plus tôt, m'a forcé à rester de marbre. J'ai refermé la bouche. J'ai récupéré la plaque à pizza en argile sur la table de préparation, là où je l'avais posée le matin même. L'empreinte de Kai était tournée vers le haut. Alors que je tendais le bras pour l'attraper, le seau balancé par Peyton l'a fait basculer du bord. L'objet a percuté la dalle de béton, et s'est brisé en deux. Je me suis agenouillé, j'ai ramassé les deux moitiés pour les glisser dans la poche de ma veste, puis j'ai pris la main de mon fils, et nous avons traversé le parking jusqu'à ma voiture. Je l'ai ramené à la maison dans un silence complet. Il est allé directement dans sa chambre, a grimpé dans son lit tout habillé, avec ses chaussures, et a remonté les couvertures jusqu'au menton. Kai. Il ne m'a pas regardé. La fête était bien réelle, ai-je murmuré. Chaque détail que nous avions préparé était vrai. Alors, pourquoi l'a-t-il gâché? Je me suis assise sur le bord de son matelas. J'ai délassé ses chaussures, l'une après l'autre, avant de les poser sur le parquet. Parce qu'il voulait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec toi, et il s'est servi de ton anniversaire pour l'obtenir. Il a répliqué, la voix tremblante, je n'ai pas d'amis. Tu as invité 11 familles. 32 personnes sont venues, uniquement parce que tu le leur avais demandé. Ils sont repartis en ayant faim. Ils sont partis à cause de ce que Griffin a fait, et non à cause de toi. Il s'est tourné vers le mur. Je suis resté assise sur le bord du lit jusqu'à ce que sa respiration s'apaise. Ensuite, j'ai rangé ses chaussures, éteint la lumière, et je me suis installé dans le couloir, le dos appuyé contre la cloison, pendant 40 minutes, avant de trouver la force de me lever. Le lendemain matin, il a arraché le dernier anneau en papier de son mur, et l'a jeté à la poubelle, sans dire un mot. À 7h42, ce dimanche matin-là, Marco se tenait devant la porte d'entrée de Griffin. Quant à moi, j'étais garé sur le trottoir, au volant de mon véhicule. Marco m'avait appelé à 6h30, m'expliquant qu'un technicien était passé samedi soir. Ce dernier avait trouvé du sable fondu dans la surface de cuisson poreuse, ainsi que des résidus entassés derrière le bloc brûleur. Le devis des réparations dépassait largement la valeur de remplacement actuelle du matériel. Une perte totale. Le traiteur n'avait imprimé qu'une seule facture. Dommage à l'équipement et perte d'exploitation événementielle, 11 600 €. Le coin supérieur droit était bruni et recroquevillé, souvenir de l'endroit où le papier avait reposé sur l'étagère en acier pendant le refroidissement. Il m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'ai répondu que je conduirais. Griffin a ouvert la porte, vêtu d'un short de sport, une tasse de café à la main. Marco a brandi la facture de sa main gauche, et son téléphone de la droite. « C'est quoi ça ?» a demandé mon frère. 11 600 €, a rétorqué Marco. Ta fille a bousillé mon four. Voici le détail des dégâts. Griffin a examiné la feuille, a fixé son interlocuteur, puis s'est mis à rire. Ce n'était que du sable, mec. Les gosses jouent avec du sable. Vois ça avec ton assurance. Marco a tapoté l'écran de son téléphone, avant de le lever bien haut. 14 secondes de vidéo GoPro. Griffin remplissant le seau dans le bac à sable. Griffin le tendant à Peyton. Griffin pointant le doigt en direction de la cible. Peyton marchant d'un pas décidé. L'horodatage dans le coin inférieur. 11h47, le rire de mon frère s'est arrêté net. Depuis le trottoir, je pouvais voir son expression se décomposer.
Le sourire s'est effacé en premier, suivi par la couleur de ses joues. Ses yeux sont passés de l'écran au visage de Marco, et y sont restés accrochés. Ça, ce n'est pas une gamine qui joue, a déclaré l'artisan. C'est toi, en train de charger un seau, et de diriger ta fille vers mon matériel. Je possède le fichier original. Mon avocat en recevra une copie d'ici mardi. Griffin a déplacé son poids d'une jambe sur l'autre. Il a regardé au-delà de Marco, vers la rue, et a repéré ma voiture. Il m'a vu sur le siège du conducteur, observant attentivement la scène. Il a détourné les yeux. Ensuite, il a plongé la main dans sa poche, pour en sortir 5 billets de 100 € pliés. Il les a tendus, comme s'il donnait un pourboire à un voiturier. Tiens. 500 €. Ça devrait couvrir le dérangement. Marco a baissé les yeux vers l'argent. 500 €, pour un four vieux de 9 ans, sur lequel j'ai bâti mon entreprise. Ma fille a appris à pétrir la pâte sur cet appareil. Il a repoussé fermement les billets contre la poitrine de Griffin. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Mon frère lui a crié après, tandis que Marco redescendait l'allée. Tu vas vraiment poursuivre quelqu'un en justice pour une histoire de bac à sable? Marco n'a pas daigné répondre. Il est monté côté passager dans mon véhicule, a claqué la portière, et m'a remis la clé USB contenant l'enregistrement. Fais en ce que tu veux, a-t-il affirmé. Je suis dans le métier depuis 9 ans. J'ai vu des gamins casser des choses à presque toutes les fêtes. Mais je n'ai jamais vu un père charger un seau, pour lancer sa propre fille à l'assaut de mon matériel. Ce soir-là, après que Kai s'est endormi, je me suis connecté à mon portail d'assurance habitation. Je ne cherchais rien de précis. Je voulais simplement vérifier mes propres garanties, au cas où Griffin essaierait de prétendre que j'étais responsable, en tant qu'organisatrice de l'événement. C'est le genre de réflexe que mon cerveau a développé automatiquement, après 9 ans de souscription professionnelle. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec une tasse de café en train de refroidir à côté de mon ordinateur, et je me suis connecté, en m'attendant à trouver un historique vierge sur une police dont je ne m'étais jamais servi. Ce que j'y ai découvert n'avait aucun lien avec l'anniversaire. 3 sinistres avaient été déclarés sur mon contrat, à mon adresse, et aucun n'était de mon fait. Je les ai lus 3 fois, ligne par ligne, de la même façon que j'épluche n'importe quel dossier au bureau. Mon café est devenu glacial. L'horloge du micro-ondes est passée de 23 h à minuit, et je n'ai pas bougé de ma chaise. Premier sinistre, dégâts sur la clôture, octobre 2023. Déclaré le 14 octobre, indemnisation de 7 200 €. Deuxième sinistre, inondation de la cabane de jardin, mars 2024. Déclaré le 8 mars, versement de 8 800 €. Troisième sinistre, fissure sur le patio, septembre 2024. Déclaré le 19 septembre, indemnisation de 6 400 €. Un total de 22 400 € versés, sur une assurance qui me coûte 2 100 € par an. Je n'avais jamais soumis la moindre réclamation. Ma clôture était parfaitement debout en octobre 2023. J'ai des photos de Kai jouant dans le jardin ce mois-là, avec chaque panneau intact en arrière-plan. Ma remise n'a jamais été inondée. Mon patio ne s'est jamais fissuré. Aucun de ces incidents ne s'était produit. Pourtant, quelqu'un les avait décrits avec une précision méticuleuse, avait fourni des justificatifs, et avait empoché l'argent. Quelqu'un avait réussi ce tour de force 3 fois en 2 ans, et ce, sans que je reçoive le moindre avis. J'ai demandé l'intégralité de mon historique de sinistre, ainsi que les registres d'avenants. Le dossier complet est arrivé le vendredi suivant. Un document ajoutant un assuré supplémentaire était joint à mon contrat, désignant Griffin Ashby comme partie nommée. La ligne de signature indiquait Simon Ashby. L'écriture s'en rapprochait, mais ce n'était pas la mienne. J'en ai immédiatement reconnu la source. La courbe du S, la façon dont le A penchait vers la gauche. La signature avait été décalquée à partir d'une procuration notariée, que j'avais signée en août 2022, lorsque Fern avait subi son opération du genou. Griffin possédait une copie de ce formulaire. Le journal de la compagnie d'assurance en révélait encore davantage. L'email de contact avait été remplacé par une adresse que mon frère gérait. Les 3 demandes avaient été soumises numériquement, appuyées par des photographies mises en scène, ainsi que des factures d'entrepreneurs falsifiées. Les instructions de virement électronique dirigeaient systématiquement les fonds vers un compte à son nom. C'est exactement pour cela que je n'avais jamais reçu d'avis d'expert, d'inspection des dommages,
ni de confirmation de paiement. Griffin avait littéralement bâti une identité parallèle complète, greffée sur ma propre couverture. J'ai failli rouler jusqu'à chez lui ce soir-là. J'avais mes clés en main, et le moteur tournait dans l'allée. Mais le dossier des sinistres était encore ouvert sur mon écran, et si je l'affrontais sur le champ, il aurait eu le temps d'effacer ses traces. Alors, j'ai coupé le contact, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai ouvert un nouvel onglet de navigation. Si vous suivez, Susurro de Reddit, depuis un moment, vous savez que c'est ici que l'histoire bascule. Mais celle-ci va encore plus loin que vous ne l'imaginez. J'ai croisé les dates de versement avec ce que je savais des habitudes de dépenses de mon frère. Chaque virement tombait peu de temps avant que Griffin n'affiche fièrement un nouvel achat onéreux. L'argent d'octobre 2023 était arrivé 10 jours avant le voyage de softball de Peyton à Savannah, celui pour lequel il avait publié 17 photos. Les fonds de mars 2024 avaient atterri 2 semaines avant le début de la rénovation de sa cuisine. Des travaux pour lesquels, disait-il à notre mère, il économisait depuis des lustres. L'indemnisation de septembre 2024 avait été créditée la même semaine que l'acompte des frais de scolarité de l'école privée de sa fille, un dépôt qu'il avait réglé en un seul chèque. Je remarquais la coïncidence des dates. Je distinguais clairement le schéma, mais je ne pouvais pas encore prouver que les fonds de l'assurance avaient directement financé ces dépenses bien précises. Le calendrier me suffisait amplement pour savoir que les preuves tangibles suivraient. Le lundi matin, j'ai soumis une plainte officielle pour fraude auprès de mon assureur, en demandant que le dossier soit transmis à son unité des enquêtes spéciales. J'y ai joint les résumés des 3 sinistres, l'avenant falsifié, la procuration d'origine, une signature à des fins de comparaison, le journal de bord prouvant la modification des coordonnées, ainsi que la vidéo GoPro de 14 secondes. Ensuite, j'ai déposé une main courante à la police pour faux et usage de faux, doublé d'une fraude à l'assurance. Numéro de dossier, 2025 IF 3371. Le mardi, l'avocat de Marco a intenté une action au civil contre Griffin, pour destruction intentionnelle d'équipement commercial, et perte de revenus. Le devis de remplacement du four, le remboursement du contrat de traiteur de 3 400 €, ainsi que 4 200 € de manque à gagner net, dû à 3 réservations que l'artisan ne pourrait pas honorer avec un matériel détruit. Le tout s'élevant à 15 800 €. L'unité des enquêtes spéciales a ouvert son instruction dans les 2 semaines. Griffin a tout nié en bloc. Il a affirmé que l'avenant était légitime, et que les sinistres étaient avérés. L'inspecteur a exigé des documents justifiant les 3 incidents. Il n'en a fourni aucun. Pendant ce temps, une chose que mon frère espérait éviter était déjà en branle. Hargrove Logistique, l'entreprise où il travaillait en tant que responsable des opérations, avait prévu un audit interne pour le mois de juillet. Il était au courant depuis des mois. Ce qu'il ignorait, en revanche, c'était que les contrôleurs allaient entamer leur examen préliminaire avec 3 semaines d'avance. L'audit a mis en évidence des reçus modifiés, des demandes de frais kilométriques en double remontant à 2 ans, des dîners d'affaires qui n'avaient jamais eu lieu, et des achats de matériel existant uniquement sur des factures trafiquées. Un montant total de 31 000 € de dépenses inventées de toutes pièces. Lorsque le service de conformité l'a interrogé, il a été incapable de produire le moindre reçu original. L'entreprise a alors transmis l'affaire à son propre conseiller juridique. L'enquête de l'assurance et l'audit de son employeur avançaient sur des voies distinctes, mais toutes deux convergeaient vers le même homme. Et voici ce qui a permis de tout rassembler. Les dates concordaient parfaitement. Chaque paiement d'assurance était tombé à quelques jours d'un déficit correspondant, dissimulé dans les notes de frais de Griffin. Le versement d'octobre 2023 était arrivé 9 jours avant qu'il ne soumette une demande de remboursement pour un faux dîner client, couvrant exactement le même montant. Le paiement de mars 2024 était tombé la semaine précédant une note de frais, pour des trajets qu'il n'avait jamais effectués. Il se servait de mon assurance pour générer des liquidités, puis soumettait des notes de frais pour des sommes équivalentes, créant ainsi 2 registres qui s'annulaient mutuellement dans sa propre comptabilité. Mes indemnités d'assurance n'étaient pas des revenus. C'étaient des pansements financiers. Chaque sinistre bidon était conçu pour combler un trou comptable bien précis. Le sabotage de la fête d'anniversaire devait constituer sa 4e tentative. Griffin avait prévu d'usurper mon identité une nouvelle fois, grâce à son accès numérique compromis sur mon profil, afin de déposer une réclamation en responsabilité civile, justifiant les dommages causés au matériel de Marco lors d'un événement que j'avais organisé. Il s'imaginait pouvoir détourner l'indemnisation, de la même manière qu'il l'avait fait pour les 3 premières.
Il avait besoin d'environ 8400 € pour colmater le dernier trou de trésorerie, juste avant la clôture de l'examen de juillet. Il n'avait pas saccagé l'anniversaire de Kai par haine envers son neveu. Il n'avait pas utilisé sa fille comme arme parce que cela l'amusait. Il l'avait fait parce qu'il n'était plus qu'à 6 semaines d'être démasqué à son travail, et qu'il avait impérativement besoin de mon contrat pour le sauver encore une fois. Le mépris était bel et bien réel. La cruauté envers mon fils l'était tout autant. Mais le véritable moteur de cette machination, c'était l'instinct de survie d'un homme acculé, prêt à brûler tout ce qui l'entourait pour éviter de sombrer. Il y avait cependant une dernière couche à ce mensonge. La réclamation de 8800 € pour l'inondation de la remise n'avait pas été versée à l'adresse de mon frère. Le chèque avait été posté au domicile de notre mère. Fern l'avait endossé au verso, avant de le déposer sur le compte de son fils bien-aimé. Lorsque j'ai roulé jusqu'à chez elle, et que j'ai étalé la copie bancaire sur la table de sa cuisine, elle l'a fixée pendant un long moment. Il m'a dit que c'était un remboursement de ton assurance, s'est-elle justifiée. Quelque chose à propos d'un trop perçu. Un remboursement pour une inondation de remise qui n'a jamais eu lieu, ai-je rétorqué. Déclaré à mon adresse, et déposé sur son compte. Tu as signé le dos du chèque, maman. 8800 €. Il a prétendu que la compagnie d'assurance te devait de l'argent, et qu'il était plus simple de le traiter via mon adresse. Et tu as gobé ça. C'est mon fils. Pourquoi irais-je douter de lui? Parce que tu as regardé Peyton remplir ce seau dans le parc. Tu l'as observé se diriger vers le four, et tu as détourné le regard. C'est ce que tu fais toujours. Maman. Tu as endossé un chèque. Tu as sciemment choisi de ne pas comprendre les agissements d'un fils qui falsifie ma signature depuis 2 ans, et tu ne lui as pas posé la moindre question. Fern a pris l'image bancaire, l'a retournée, puis l'a reposée. Ses mains tremblaient. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a fini par murmurer, « Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Ce n'est plus mon problème. C'est ton frère. Il a contrefait ma signature. Il a volé 22 400 € via mon assurance. Il a détourné 31 000 € à son employeur, et il s'est servi de sa propre fille pour tenter de fabriquer un nouveau sinistre. Le tout pendant l'anniversaire de mon fils. Je ne porterai pas plainte contre toi personnellement. L'unité d'enquête détient le relevé bancaire. Ta signature figure au dos de ce chèque. C'est amplement suffisant. Fern est restée assise, les mains à plat sur la table. Elle n'a pas posé d'autres questions. Samedi matin, 3 semaines après la fameuse fête, Marco a envoyé un texto à Griffin, « Viens régler la facture, ou je dépose plainte lundi. » Mon frère a cru qu'il s'agissait d'une négociation. Il s'est rendu au laboratoire de cuisine de l'artisan, dans la zone industrielle d'Elm, a garé son pick-up, et est entré avec la ferme intention de faire baisser le prix de moitié. J'étais déjà sur place, debout derrière le plan de travail en inox. Le four endommagé trônait contre le mur du fond, son foyer contenant encore le sable que le traiteur avait pris soin de conserver pour le procès civil. Griffin a franchi la porte, m'a aperçu, puis s'est immobilisé. Son visage a changé d'expression 3 fois en l'espace de 2 secondes. D'abord la confiance, puis la confusion, et enfin, quelque chose de beaucoup plus sombre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il lancé. Marco a saisi une tablette, posée contre l'appareil, et a appuyé sur lecture. 14 secondes. Lui, remplissant le seau. Lui, pointant du doigt. Sa fille, marchant vers l'objectif. Griffin a regardé sans ciller. Puis, il a soupiré. Les gamins jouent. Ce n'était que du sable. J'ai étalé les 3 résumés de sinistres imprimés sur le comptoir, un par un. Clôture, cabanon, patio. Je n'ai pas soufflé mot. Les yeux de Griffin sont passés d'une feuille à l'autre. Sa main droite a cherché le rebord du meuble, et s'y est agrippée. Ses jointures sont devenues d'une blancheur cadavérique. J'ai ensuite déposé le formulaire d'avenant frauduleux, à côté des autres documents. Ma signature falsifiée reposait juste à côté de l'original, tiré de la procuration médicale de notre mère. Ce formulaire, c'était pour l'opération de maman, a murmuré Griffin, dont la voix avait brusquement changé. Plus aiguë, plus rapide. Tu l'as signé toi-même. Ce document était une procuration médicale. Ceci est un avenant d'assurance. J'en rédige pour gagner ma vie, Griffin.
La structure même de la signature ne correspond pas au type de formulaire. Mon frère a lancé un regard noir à Marco. Ça, c'est une affaire entre ma sœur et moi. Le traiteur a croisé les bras. Tu as démoli mon outil de travail. Tu me dois 15 800 €. C'est une affaire entre nous trois. Griffin s'est retourné vers moi. Où as-tu trouvé tout ça? Sur mon propre portail d'assurance. Ma propre couverture. Celle que tu as piratée. Tu as modifié l'adresse email de contact. Tu as fourni des photos truquées. Tu as redirigé les paiements vers ton propre compte. Je n'ai jamais reçu le moindre avis d'expert. Tout simplement parce que tu avais usurpé mon identité, à l'intérieur même de mon contrat. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la chambre froide. J'ai bien failli laisser ce silence terminer la conversation. Les documents parlaient d'eux-mêmes, tout comme la vidéo. Mais la pierre à pizza fissurée de mon petit garçon pesait lourdement dans ma poche, les deux moitiés s'enfonçant contre ma hanche. J'ai pensé à sa guirlande en papier, et aux 32 enfants qui avaient quitté le parc la faim au ventre. Alors, j'ai tout déballé. 22 400 € de fausses déclarations, sur mon assurance habitation. 3 incidents montés de toutes pièces à mon domicile, appuyés par des clichés fabriqués et des factures trafiquées, via un espace client que tu as détourné. Une signature décalquée depuis un document médical. Que j'avais rempli pour que maman puisse subir son opération du genou. Tu t'en es servi pour t'ajouter comme bénéficiaire sur ma police, et tu as empoché 3 indemnisations distinctes en 2 ans. Et lorsqu'il t'en a fallu une de plus. Pour masquer le dernier trou dans tes notes de frais avant l'audit chez Hargrove, tu as manipulé ta fille de 10 ans, pour qu'elle détruise le matériel d'un artisan lors de l'anniversaire de ton neveu. Dans le seul but de soumettre une 4e déclaration. C'est de la falsification. C'est de la fraude à l'assurance. C'est du détournement de fonds. Le dossier des enquêtes spéciales est ouvert. La plainte à la police est déposée. Numéro d'affaires 2025 IF 3371. L'avocat de Marco a déjà enregistré l'action civile. Le menton de Griffin s'est affaissé, s'est relevé, puis est retombé. Ensuite, il a commencé à marchander. Je rembourserai Marco dans son intégralité, jusqu'au dernier centime. Marco est intervenu, tu m'as offert 500 billets sur le pas de ta porte, en affirmant que c'était plus que raisonnable. C'était avant que je ne réalise la gravité de la situation. La situation, c'est que tu as utilisé ta fille pour saccager mon équipement. Mon avocat a déposé sa plainte ce mardi. Griffin s'est tourné vers moi avec l'énergie du désespoir. Maman n'était au courant de rien. Laisse-la en dehors de ça. Elle a endossé le chèque. 8 800 €. La banque a conservé la preuve visuelle. Simone, tu vas envoyer ton propre frère en prison pour une histoire d'assurance. Tu as imité ma signature sur un document légal. Tu as dérobé 22 400 €. Tu as escroqué ton employeur, et tu t'es servi de ton enfant de 10 ans pour orchestrer ta prochaine arnaque, le jour de la fête de mon fils. On ne parle plus d'une simple police d'assurance, Griffin. Laisse-moi juste 60 jours. Je peux arranger ça. Je peux trouver un accord avec Hargrove. Tu as eu 2 ans pour t'arrêter. Tu as déclaré 3 sinistres, et tu en préparais un 4e. 60 jours, c'est un délai supplémentaire, pas une véritable solution. Marco s'est avancé, jusqu'à se retrouver à mes côtés. Je ne négocie pas avec des individus qui se servent de leurs enfants comme d'un vulgaire outil. Tes 60 jours ont expiré, à l'instant même où tu as mis un seau de sable dans les mains d'une fillette, en lui désignant mon four. Je l'ai dit d'un ton monocorde, en fixant ses mains, qui tremblaient de façon incontrôlable contre le bord du meuble. Tu as appelé ça un spectacle. 22 000 € de réclamations frauduleuses sur mon dos. La seule véritable comédie de cette famille, c'est la tienne, et l'assureur a tout le dossier entre ses mains. Les épaules de mon frère se sont affaissées. Sa tête a suivi le mouvement, sa mâchoire s'est crispée, mais aucun son n'en est sorti. La couleur a déserté son visage, fuyant ses joues à une vitesse folle. Il a contemplé l'appareil abîmé contre le mur, le sable encore logé dans le foyer, et son regard y est resté figé. C'est la dernière fois que je couvre quoi que ce soit portant ton nom. Le dernier chèque. La dernière signature. C'est la dernière fois que je décroche le téléphone, quand tu as besoin d'un financement, d'une caution solidaire.
Ou d'un aveuglement complaisant. L'unité d'enquête possède ton dossier. Marco a pris un avocat. La police détient un numéro d'affaires. Entre nous, c'est terminé. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai délicatement posé les 2 morceaux de la pierre en argile de caille, sur le comptoir, juste à côté des impressions de sinistre. L'empreinte brisée de sa main, trônant à côté de la fausse signature. Je n'ai fourni aucune explication. J'ai tourné les talons, et je suis sorti. Tu disais que je rédigeais des polices d'assurance pour des gens qui possédaient de vraies choses, méritant d'être protégés. Tu avais raison. Et la première chose que j'ai sauvée, c'est mon propre contrat, en l'arrachant des mains de la personne qui s'y était introduite par effraction. La cuisine, que tu as qualifiée de mise en scène, a nourri 32 gosses pendant 3 heures, avant que ta fille ne la détruise. Le gamin qui, selon toi, ne pouvait pas citer 3 amis, eh bien, il a inscrit 11 familles sur sa liste d'invités. Il a rédigé chaque adresse à la main, parce que je lui avais expliqué que c'était ainsi qu'on montrait aux gens qu'il comptait. Quant au chèque de commission qui n'est encaissé qu'avec un peu de chance, comme tu l'as insinué, il a été honoré chaque mois, sans exception, pendant 9 ans. Il a récompensé chaque contrat que j'ai souscrit, chaque lacune de garantie que j'ai détaillée, et chaque sinistre que j'ai audité, y compris les tiens. 3 semaines plus tard, Griffin a appelé. Sa voix était faible, chevrotante. Il m'a confié ressentir des douleurs à la poitrine depuis que l'enquêteur l'avait contacté. Il a déclaré que si je ne retirais pas ma plainte pour fraude, cela finirait par le tuer, et que Peyton grandirait sans père. Je lui ai répondu, tu as appelé ça un spectacle. 22 000 € de fausses déclarations sur mon assurance. La seule vraie comédie de cette famille, c'est la tienne, et la compagnie détient le dossier complet. Puis, j'ai raccroché. Hargrove Logistique a licencié Griffin le 18 juillet. Le service de conformité avait confirmé les 31 000 € de notes de frais gonflées. Les ressources humaines l'ont convoqué dans une salle de réunion, sur les coups de 9 heures. 2 personnes l'y attendaient. Le directeur des ressources humaines, ainsi que le responsable de la conformité. L'entrevue a duré 11 minutes, montre en main. Ils ont lu les conclusions de l'audit. Griffin a bredouillé, il doit y avoir un malentendu. Le directeur des ressources humaines a tranché, les reçus que vous avez fournis ne correspondent à aucune transaction fournisseur dans notre base de données. Nous avons procédé à une vérification croisée auprès de 6 prestataires distincts. Son badge a été confisqué à la sortie. Son ordinateur portable a été rangé dans une boîte, puis scellé. Aucune indemnité de départ. La société a qualifié son renvoi pour faute grave, et a précisé qu'elle contesterait toute demande d'allocation chômage de sa part. Il a regagné le parking, portant un simple carton d'archives, au sommet duquel reposait une photo encadrée de sa fille. Il s'est effondré sur le siège du conducteur pendant 4 longues minutes, avant de démarrer le moteur. Il est rentré vers une maison vide, à 11 heures du matin, un vendredi. Si vous suivez la chaîne, Susurro de Reddit, vous connaissez la dynamique habituelle. Néanmoins, les répercussions de cette affaire ont atteint des sphères que je n'aurais jamais soupçonnées. Danny, un collègue de Griffin, avait contresigné 2 des fausses notes de frais, sans les lire attentivement. Après le licenciement, mon frère lui a envoyé un message, « J'ai juste besoin que tu leur dises que tu as bien vu les tickets de caisse. » C'est tout. Danny a lu le texto, assis à son bureau. Il a jeté un œil à la porte du responsable de la conformité, située au bout du couloir. Il a tapé, « Griff, je ne peux pas me mêler de ça. » Il l'a effacé. A écrit, « Appelle-moi ce soir. » A effacé ça aussi. Il a fini par verrouiller son téléphone, et s'est remis au travail. Il n'a jamais daigné répondre. 3 semaines plus tard, les appels de Griffin à son ancien collègue aboutissaient sur un numéro non attribué. À la fin du mois d'août, Griffin était assis à la table de sa cuisine, son ordinateur ouvert sur un site d'offres d'emploi. Il a rempli une candidature pour un poste de responsable des opérations en entrepôt. Nom, adresse, antécédents professionnels. 10 ans passés chez Hargrove, se soldant par un licenciement pour faute lourde. Il l'a écrit, l'a relu, l'a supprimé, l'a retapé, puis l'a laissé tel quel. Il est arrivé à la section autorisant la vérification de ses antécédents, et son curseur s'est mis à survoler la case à cocher. Il l'a fixé. Pendant 2 minutes complètes. Il a refermé l'ordinateur, l'a rouvert, a dévisagé cette même petite case, puis l'a refermé à nouveau.
Il a repoussé sa chaise, a marché jusqu'au réfrigérateur, l'a ouvert, a inspecté les étagères, n'en a rien sorti, a claqué la porte, et s'est rassis. L'ordinateur est resté fermé. La candidature est restée inachevée. Il est demeuré à cette table, jusqu'à ce que la lumière, filtrant à travers la fenêtre, ne change de teinte. En septembre, l'école de mon fils a organisé une fête d'automne pour la récolte. Je tenais le stand de maquillage. 3 des 11 familles présentes à l'anniversaire s'y trouvaient également. Griffin a fait son apparition, accompagné de Peyton, sur les coups de 16 heures. Un père, venu à la fameuse soirée, se tenait près de la table de vente de gâteaux. Il a dévisagé mon frère, et a lancé, assez fort pour que le trésorier des parents d'élèves et 2 enseignants puissent l'entendre, « Ma fille me demande encore pourquoi elle n'a pas eu de pizza. » À la fête de Kai. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. J'en ai touché 2 mots à ma femme. Elle a mis les autres parents dans la confidence. Tu ferais mieux de te trouver un autre événement scolaire, Griffin. Ce dernier l'a fusillé du regard. C'était une gaminerie. Ça a pris des proportions ridicules. Ta gamine a déversé du sable dans un four industriel, tout simplement parce que tu lui as ordonné de le faire, a rétorqué le père. C'est l'exemple que tu lui as donné. Une mère de famille, membre d'un autre clan invité, se tenait à 2 mètres de là, une tasse de cidre à la main. Elle a secoué lentement la tête, et a entraîné ses enfants de l'autre côté du gymnase, dans un silence de plomb. Le trésorier s'est plongé dans l'étude de son presse-papier. Un professeur, posté près du salon du livre, a tourné les talons pour rentrer à l'intérieur du bâtiment. Peyton a chuchoté, « Papa, on peut partir ?» Il lui a pris la main, a traversé le parking à grandes enjambées, et n'a plus remis les pieds à aucun autre événement de l'école de tout le semestre. Fern a cessé de m'appeler, peu de temps après notre conversation dans sa cuisine. Elle a également arrêté de contacter Griffin. Dès le mois d'octobre, elle dînait seule, au moins 4 soirs par semaine. Elle cuisinait pour une personne. Elle mettait le couvert pour une assiette. Elle ne lavait qu'une seule fourchette. Le téléphone a sonné une seule fois, par un mercredi soir. C'était lui. Elle a laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. Elle n'a pas écouté le message, ni cette nuit-là, ni la suivante. À chaque vibration de son portable, elle repensait au dos de ce fameux chèque, au stylo qu'elle avait utilisé pour le signer, et à cette question cruciale, qu'elle avait délibérément refusé de poser. Le jour de Thanksgiving, elle a dressé la table pour 3, elle-même, son fils, et sa petite fille. Elle a sorti les belles assiettes, celles qu'elle utilisait chaque année. Peyton passait la semaine chez sa mère. Griffin ne s'est jamais présenté. Il n'a même pas pris la peine d'appeler pour prévenir de son absence. Fern a donc dîné seule, attablée devant un couvert pour 3 personnes. Elle a débarrassé les assiettes intactes, et elle avait 2 récipients parfaitement propres, avant de les ranger délicatement. Griffin a emménagé dans un appartement d'une seule chambre, vers la fin octobre. Il ne pouvait plus assumer ses mensualités de prêt hypothécaire sans salaire régulier, et personne ne voulait se porter garant pour lui désormais. Le sac de week-end de Peyton trônait près de la porte d'entrée depuis le dimanche précédent, toujours fermé. Son équipement de softball était relégué dans un bac, au fond du placard de l'ancienne maison, qui était désormais affiché sur le marché immobilier. Le vélo électrique, qu'il lui avait promis en récompense du saccage de la fête, n'a jamais été acheté. 1200 €. Il avait offert 1200 € à sa propre fille pour ruiner l'anniversaire d'un gamin de 7 ans. Et comble de l'ironie, il n'avait même pas l'argent pour le payer. Ce vélo n'avait jamais existé. Ce n'était qu'un vulgaire mensonge, un simple appât utilisé pour diriger sa gamine vers un appareil de cuisson, en osant appeler ça de l'éducation. De retour dans mon jardin, par un beau samedi d'octobre. L'air s'est rafraîchi, et les feuilles d'érable commencent tout juste à tomber. Un nouveau four à pizza trône désormais sur la terrasse. Il est plus petit que celui de Marco, de la taille idéale pour un usage personnel. Je me le suis offert, juste après que mon assureur a corrigé mon historique de sinistre, me confirmant que ces fraudes ne viendraient plus entacher mon dossier. Marco m'a envoyé une carte la semaine dernière. La recette de pâte à pizza de sa famille était manuscrite au dos, griffonnée par sa propre mère. De l'encre bleue sur une fiche de cuisine, ornée de taches de tomates dans le coin, fidèlement photocopiée dans son état d'origine. Elle est collée sur la fenêtre de la cuisine, pile à l'endroit où la lumière du matin vient frapper. Juste en dessous, Marco a rajouté de sa propre main,
pour la cuisine de Kai. Ce samedi matin, Kai a de nouveau pressé sa main dans de l'argile fraîche. J'ai maintenu son poignet, exactement de la même manière que je l'avais fait 7 jours avant son anniversaire. Il a écarté ses doigts, est resté parfaitement immobile, et a compté jusqu'à 5, tout seul, cette fois-ci. Son empreinte à 7 ans est plus large que celle qu'il avait laissée à 6. Elle s'enfonce davantage du côté du pouce, tout comme la précédente, mais en plus imposant. L'ancienne pierre brisée est rangée dans le tiroir de mon bureau. Je ne l'ai pas jetée. Je n'ai pas non plus essayé de la recoller. Elle repose dans l'obscurité, fracturée, conservant précieusement la forme de la petite main qu'il avait, avant ce fameux samedi. On garde parfois certaines choses, non pas parce qu'elles sont intactes, mais parce qu'elles prouvent que ce qui a été brisé était véritablement pur, et que tout ce qui a suivi a été durement gagné. La nouvelle pierre trône fièrement sur l'étagère, au-dessus du four, affichant son empreinte de 7 ans. Nette, plus grande. Sa toute première pizza en est ressortie légèrement brûlée sur le dessous, mais parfaitement cuite sur le dessus. Il l'a dévorée debout dans l'herbe, tenant son assiette fermement à 2 mains. Et pendant tout ce temps, il n'a pas regardé ses chaussures une seule fois.